bien, j'espère que le volume est un petit peu plus important et que vous nous entendez bien. Bonjour à toutes et à tous. Comme je le disais tout à l'heure, avant que la coulée ne commence, nous allons vous donner quelques petites explications techniques sur ce que vous êtes en train de voir et sur ce qui va se passer. Je céderai tout à l'heure la parole à Madame le maire qui vous expliquera pourquoi cette cloche qui est destinée à Cornimont est faite ici. Juste avant la coulée, Monsieur l'abbé Meyer, curé de Cornimont, procédera à la bénédiction du métal en fusion et de l'équipe de fondeurs. Et ensuite, tout de suite après, aura lieu la coulée. Je vous demande d'ores et déjà, pendant la coulée elle-même, de respecter le plus grand silence afin que vous puissiez tous profiter du spectacle et afin que les fondeurs puissent recevoir les ordres et que la coulée se passe dans les meilleures conditions possibles. Je vous remercie déjà de votre participation. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de voir actuellement? Eh bien, en fait, les deux fours qui sont en route sont deux fours qui sont alimentés en gasoil et dans lesquels nous sommes en train de faire fondre le bronze qui sera destiné à la coulée de la cloche tout à l'heure. Le bronze est fondu à une température d'environ 1200 degrés et progressivement, eh bien, l'ensemble du bronze que vous avez peut-être vu tout à l'heure, qui était sous forme de lingots ou sous forme de morceaux de cloche, est en train de fondre et tout à l'heure sera sous forme totalement liquide. Vous l'avez peut-être aperçu il y a quelques instants. Nous avons rajouté quelques lingots d'étain, puisque, pour le rappeler, le bronze est un alliage, ce n'est pas un métal naturel, c'est un alliage de cuivre et d'étain. Et pour avoir une cloche de bonne qualité, cet alliage doit être fait dans des proportions très particulières et exactes, puisqu'on recherche à avoir un alliage de 78% de cuivre et 22% d'étain. C'est pour ça qu'au dernier moment, nous rajoutons de l'étain pour en avoir les bonnes proportions. Et nous le rajoutons au dernier moment puisque l'étain est un métal qui fond très facilement. Donc il n'est pas nécessaire de le faire chauffer très longtemps pour qu'il arrive en fusion. Mes collègues sont actuellement en train de nettoyer les petites rigoles qui conduisent au moule, puisque le moule de la cloche que nous allons couler est enterré ici, juste au milieu du site. Et les petites rigoles qui sont en train de nettoyer vont conduire le métal en fusion dans ce moule. Alors pourquoi avoir enterré le moule? C'est vrai que ce n'est pas très pratique au niveau visuel, puisque vous ne pourrez pas voir grand chose de ce qui se passe à l'intérieur, mais c'est tout simplement pour des raisons pratiques. Et ce depuis très longtemps, pour éviter que le moule ne se déforme sous la pression du métal pendant la coulée, le procédé le plus efficace qu'on ait trouvé, c'est d'enterrer le moule dans la terre, dans une fosse, et de combler cette fosse avec de la terre en la tassant fortement. Et ainsi, le moule résiste à la pression du métal et la cloche ressortira telle qu'on l'a calculée au départ. Pourquoi est-ce qu'il est important que le moule ne se déforme pas? Eh bien tout simplement, c'est le diamètre de la cloche et donc du moule qui va nous donner la note de la cloche que l'on souhaite avoir. Et cette note est très importante puisque cette cloche est destinée à remplacer une cloche endommagée dans la sonnerie de Cornimont et elle doit donner une note bien définie puisque d'autres cloches qui doivent sonner avec existent déjà et pour avoir un accord harmonieux, cette note doit nous donner exactement un fa dièse. Or, la note est donnée par le diamètre de la cloche. Si jamais le moule venait à s'écarter, la cloche aurait un diamètre plus important et risquerait de ne pas donner la bonne note. Donc c'est pour toutes ces raisons que l'on enterre le moule
et qui peut ainsi résister à la puissance du métal. Un petit rappel, pendant que les opérations se préparent, sur la fabrication du moule, vous pouvez peut-être voir dans un des angles, l'angle qui est opposé à moi, un des angles de l'abri, un élément en forme de cloche qui est en argile. En fait, cet élément est une des parties du moule de la cloche, partie qui a été retirée juste avant d'enterrer le moule dans le sol, et c'est ce vide qui va laisser la place au bronze tout à l'heure. Pour faire simple, je vais vous expliquer en quelques mots comment est fabriqué le moule d'une cloche. Et si vous voulez plus d'informations, et bien surtout ici que nous sommes à Robécourt, je vous invite à aller visiter l'ancienne fonderie où vous verrez en détail tout le procédé de fabrication des cloches et vous verrez comment c'est fait depuis le début, depuis le tracé du profil jusqu'à la coulée et à l'obtention de la cloche terminée. Le moule de la cloche est donc fabriqué en 3 parties distinctes et qui sont détachables les unes des autres. La première partie s'appelle le noyau. Cette partie va faire le support du moule et va donner la forme de l'intérieur de la cloche. Cette partie du moule est fabriquée en briques sur lesquelles on vient appliquer une couche d'argile, puisque le reste, tout l'ensemble du moule de la cloche est fait avec des matériaux naturels tels que l'argile ou le crottin de cheval. Sur ce noyau, une fois qu'il est construit et fabriqué, à l'aide d'une planche qu'on appelle la planche à trousser, qui va donner sa forme, on vient appliquer une seconde partie qui s'appelle la fausse cloche. Pourquoi appelle-t-on cette partie la fausse cloche? Eh bien tout simplement parce que cette deuxième partie du moule reprend exactement la forme qu'aura la cloche une fois qu'elle sera terminée. Et c'est cette partie qui, une fois retirée, laissera la place au bronze. Donc la fausse cloche, nous l'avons retirée et nous avons réussi à la sortir en entier. C'est l'élément que vous pouvez voir ici dans l'angle de l'abri. Et c'est sur cette fausse cloche que nous venons appliquer les décors et les inscriptions. Et tous ces décors et ces inscriptions sont faits en cire d'abeille que l'on vient appliquer sur le moule en argile. Une fois que les décors et les inscriptions sont appliqués, on vient mettre par-dessus cet ensemble une troisième couche d'argile pour former la partie que l'on appelle la chape. Et c'est dans cette chape que les décors en cire vont venir s'imprimer en creux. Et c'est ces creux qui vont donner le décor sur la cloche une fois qu'elle sera fondue. Une fois que cet ensemble de 3 parties est fabriqué, le moule a été transporté ici et descendu dans la fosse qui se trouvait au milieu du site. La chape est soulevée et on a retiré la fausse cloche que vous voyez ici. Puis la chape a été refermée au même endroit. Et ainsi le vide qui est créé entre la chape et le noyau eh bien, laisse la place pour le bronze. Et c'est ainsi que se forme le moule de la cloche avec l'emplacement pour le métal. Comme je vous le disais, pour garantir ce moule contre les déformations, on l'enterre et on ne laisse qu'un petit trou dépassé, le trou par lequel le métal viendra remplir le moule. On laisse également 2 petites cheminées qui s'appellent les évents, que vous verrez tout à l'heure, puisque lors de la coulée du métal dans le moule, des gaz chauds s'échappent du moule. Et si ces gaz restaient dans le moule, on risquerait d'obtenir la même chose qu'avec une cocotte minute. C'est-à-dire que le moule se mettrait sous pression et risquerait d'éclater. Ces gaz chauds seront donc évacués par les évents. Et vous verrez tout à l'heure, au moment de la coulée, 2 panaches de flammes qui vont s'échapper du sol. En fait, ce sont les 2 évents qui laissent échapper les gaz de combustion qui sont enflammés. Comment va se passer la coulée concrètement? Une fois que le métal sera à la bonne température et complètement fondu, bien mélangé, on va arrêter les brûleurs. Vous verrez que le bruit va cesser tout de suite. Et les fondeurs vont venir puiser
dans chacun des deux fours avec des louches, le métal, et le verser dans les petites rigoles que vous pouvez voir qui sont devant chacun des deux fours. Et le métal de ces rigoles va couler jusqu'au-dessus du moule. Au tout début de l'opération, il sera retenu, il ne pourra pas couler tout de suite dans le moule, on va le retenir avec un instrument qu'on appelle la quenouille, afin d'obtenir une petite réserve de métal juste au-dessus du moule. Dès que cette réserve de métal sera suffisante, on va retirer la quenouille et le métal, en flot continu, va couler à l'intérieur du moule jusqu'à ce qu'il soit totalement rempli. Donc une fois que la coulée a commencé, rien ni personne ne peut l'arrêter. Il faut vraiment que ça se fasse d'un seul trait pour que la cloche soit bien remplie et que le métal ne refroidisse pas entre-temps. Sinon, on risquerait d'avoir une cloche à laquelle il manquerait des éléments, ce qui ferait qu'elle ne pourrait pas sonner convenablement. Alors, un autre petit mot également, pour vous expliquer pourquoi couler une cloche comme ça, sur place, à l'extérieur, en dehors d'une fonderie. Je laisserai le soin à Madame le maire de vous expliquer l'histoire de la fonderie de cloches de Robécourt, qui était une fonderie fixe, qui existe depuis la fin du 19e siècle. Mais il faut savoir que jusqu'à cette époque, jusqu'au milieu du 19e siècle, les fondeurs de cloches étaient tous des fondeurs ambulants. C'est-à-dire qu'ils ne disposaient pas d'un atelier fixe quelque part. Ils sillonnaient les paroisses et les villes et les villages de France pour proposer leurs services et ils fondaient les cloches au pied même des clochers. Alors pourquoi à l'époque procéder de la sorte? Eh bien tout simplement, on évitait ainsi des problèmes de transport, puisque le transport d'une cloche est une chose assez périlleuse, et en la coulant au pied même du clocher, on évitait de la transporter sur des longues distances. Les fondeurs se sont installés dans des ateliers fixes au 19e siècle, en fait grâce au progrès du chemin de fer qui a permis de transporter facilement les cloches sur des longues distances. Donc jusqu'à cette période, les fondeurs venaient s'installer dans le village, et s'il était nécessaire de fondre une ou deux cloches, ils faisaient tout le processus de fabrication dans le village même, depuis la fabrication du moule jusqu'à la fabrication du four et à la coulée. C'est pour cela que nous continuons de proposer de venir couler les cloches sur place. Ce n'est pas par effet de mode, même si c'est très important. Merci de votre présence, Monsieur Robert Hossein, Madame Candice Patou, les heureux parrains, Madame la marraine qui est derrière moi, Monsieur le député, Monsieur l'abbé Meyer, Monsieur le sénateur, Madame Marie-Jo Clément, maire de Cornimont, Monsieur Frémont, représentant de la Fondation du patrimoine, investigateur de ce projet, Monsieur Gomez, technicien des bâtiments de France, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs. Nous avons énormément de personnalités qui sont excusées, donc je ne vous les énumérerai pas pour la bonne marche de notre coulée. C'est un honneur pour nous, membres des associations présentes de Robécourt, la municipalité et tous les bénévoles. Aujourd'hui est un grand jour pour notre village, berceau des Saintiers, d'accueillir un fondeur professionnel, M. Vauguelet de Strasbourg, successeur de M. Bollé, fonderie d'Orléans, pour couler une cloche de 680 kg, 1,13 m de diamètre, qui ira dans le clocher de Cornimont. Celle-ci naîtra de la même manière que sa sœur Marie-Clarisse, abîmée, qui avait vu le jour avec M. Rosier, fondeur ambulant, domicilié à Vrécourt, prédécesseur de la famille Perrin-Martin et des familles Farnier. À Robécourt, il a été coulé à peu près 8000 cloches qui se sont toutes dirigées aux quatre coins du monde, et la fonderie a fermé ses portes en 1939. Une
L'association se créa pour garder ce patrimoine en tant que musée. C'est la dernière fonderie de Lorraine. Ce sont toujours avec le même savoir-faire et les mêmes techniques, sauf que nous avons remplacé le bois ici par le fioul. Donc Monsieur l'abbé bénira le métal en fusion, mais avant il y aura la danse des louches qui déverseront le bronze dans les petits canaux, comme on vous l'a expliqué en briques réfractaires. Celui-ci ira dans le moule. Ensuite il faudra attendre le refroidissement pendant plusieurs jours. Donc nous démoulerons la cloche le 16 août aux environs de 14 h. Je répète, le 16 août, parce que sur le journal c'était mis le 9 août. Ensuite, la cloche ira à sa destination et il y aura le baptême à Cornimont le 4 octobre. Merci à tous ceux qui nous ont aidés. Et maintenant, je vais donner la parole à... On demande devant la coulée, il faudrait Monsieur Jean-Noël Poisseau, s'il vous plaît. Merci à Jean-Noël de venir. Il y a quelque chose, on a besoin de lui. Merci Jean-Noël. Donc je vais donner la parole à Monsieur l'abbé ou à Madame Marie-Jo Clément, maire de Cornimont. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est un immense plaisir pour moi d'être ici à Roubaix-Court pour voir la fonte d'une des cloches qui va revenir se loger dans notre clocher à Cornimont. Je remercie M. Robert Rossel et Mme Candice Patou qui ont accepté de parrainer cette cloche. Et je remercie aussi bien sûr la mairie de Roubaix-Court et Mme Thomas, Mme la maire, et toute l'association qui fait en sorte que cette coulée réussisse. Je crois que le temps va nous laisser tranquille ce soir, donc c'est vraiment un grand plaisir et je vous donne rendez-vous le 19 septembre à Cornimont pour la coulée de la deuxième cloche et le 4 octobre bien sûr pour le baptême de ces deux cloches. Oh God, Tabalou. Ah oui, Tabalou. Totoche, non? Pas mal. Quelques préparatifs sont encore nécessaires avant que la coulée puisse avoir lieu. Vous voyez l'opération que nous sommes en train de réaliser avec une sorte d'écumoire. Eh bien, en fait, nous venons réellement écumer le métal, puisque dans le métal se trouvent certaines impuretés que nous ne voulons pas retrouver dans le métal de la cloche, et ces impuretés flottent à la surface du métal en fusion. Donc tout simplement, avec cet écumoire, nous venons récupérer toutes ces impuretés qui se trouvent en surface, et on vient les retirer pour que le mélange au moment de la coulée soit le plus pur possible. Vous avez peut-être entendu parler d'une certaine légende de cloches qui n'étaient pas en bronze, mais qui étaient en argent, où certaines fois on prétend que les femmes du village dans laquelle se faisait la coulée de la cloche venaient jeter leurs bijoux en or, en argent, dans le métal de la cloche pour qu'elle ait un meilleur son. Nous avons le cas à la cathédrale de Metz, où on prétend qu'une cloche était faite totalement en argent. En fait, ce n'est tout simplement pas possible, puisque l'argent n'est pas un métal qui permettrait de donner une bonne sonorité à la cloche.
et on pense que ces légendes étaient peut-être suscitées par le fait que, à l'époque, les habitants participaient tout simplement en nature, selon leurs moyens, pour la réalisation de cette cloche. Et de lancer symboliquement des bijoux en or ou en argent dans le bronze serait vraiment dommage, puisque cela n'apporterait rien à la note de la cloche au final, ni à sa solidité. Pour les personnes qui pourraient être musiciens parmi vous, je peux vous donner quelques indications sur la cloche que nous sommes en train de réaliser ce soir. L'église de Cornimont possède une sonnerie relativement importante, puisqu'elle comporte actuellement 5 cloches. La plus grosse, le bourdon, qui pèse dans les environ 3 tonnes, donne la note La grave. Les 3 autres cloches donnent les notes Ré, Mi et Fa dièse. Et la plus petite donne la note La aiguë. Et cela donne, pour ceux qui arrivent à déchiffrer cela, un thème musical qui est assez courant, puisqu'en fait, c'est le thème musical de la sonnerie de Westminster à Londres, que l'on entend fréquemment dans les clochers qui sont dotés d'un grand nombre de cloches. Ces cloches de Cornimont donc, ont été réalisées tout près d'ici, à Vrécourt, et elles présentaient un défaut, certainement dès leur conception, puisque le fondeur ne devait pas maîtriser tout à fait bien la conception des couronnes des cloches. Alors, qu'est-ce que c'est que la couronne? Eh bien, c'est la partie supérieure en forme d'anneau qui permet de suspendre la cloche à son support en bois. Et ces couronnes présentaient toutes, presque toutes, une certaine faiblesse, et certaines couronnes ne sont même pas complètes, ce qui a entraîné qu'une des cloches est venue à se fêler. Qu'est-ce qui se passe quand une cloche vient se fêler? Eh bien, tout simplement, elle ne résonne plus et on ne peut plus la faire sonner puisque le son qu'elle donne n'est pas du tout agréable. Alors, pourquoi remplacer cette cloche fêlée? Eh bien, tout simplement parce qu'une cloche fêlée est difficilement réparable. Aujourd'hui, on maîtrise une technique qui s'appelle la soudure, qui permet dans certaines conditions à des cloches endommagées de retrouver leur intégrité. Or, cette technique est extrêmement lourde et compliquée à mettre en œuvre, puisque on ne soude pas une cloche comme on souderait un morceau de ferraille. Il faut chauffer la cloche à environ 500 degrés. Et cette technique n'est finalement utilisée pour uniquement des cloches historiques qui ont une grande valeur. C'est pour ça que pour des cloches comme celle de Cornimont, il était plus intéressant de la refondre et d'en refaire une neuve, d'autant plus que cela permettra d'avoir une cloche avec une couronne complète et qui assurera une durée de vie, nous le souhaitons, très importante à cette cloche. La cloche que nous faisons ce soir viendra remplacer une autre cloche de Cornimont qui, elle, n'était pas encore fêlée, mais qui présentait un grave défaut au niveau de sa couronne. Comme cette cloche est sollicitée très souvent, puisqu'elle assure la sonnerie de l'Angélus, il était intéressant de la remplacer avant qu'arrive l'accident et qu'elle vienne à se fêler, auquel cas il aurait fallu à nouveau réouvrir tous les planchers du clocher et faire une intervention assez lourde pour pouvoir la remplacer. Donc la cloche que nous coulons ce soir est une cloche qui donnera la note Fa dièse. Pour les plus aguerris au niveau musique parmi vous, cette cloche donnera plus précisément un Fa dièse baissé de 2/16e de demi-ton, puisque les cloches sont à l'origine et sont en premier lieu un instrument de musique, et comme tout instrument de musique, on peut les accorder. Accorder un piano, c'est facile, on tend les cordes plus ou moins, on peut baisser ou monter la note. Accorder une cloche, c'est plus difficile, mais on peut toutefois le faire.
Et c'est ce qui sera fait sur cette cloche-là. Comment procède-t-on pour accorder une cloche? Eh bien tout simplement, enfin, simplement est un mot un peu dit vite fait, il faut venir usiner la cloche à l'intérieur, c'est-à-dire enlever de la matière à certains endroits bien précis, jusqu'à ce qu'on obtienne la note exacte que l'on souhaite. Cette cloche-ci a été calculée pour donner exactement un fa dièse juste. Elle sera analysée une fois qu'elle sera déroulée et en fonction de l'analyse, on pourra l'accorder de façon très précise pour la baisser de 2/16e de demi-ton, ce qui n'est pas grand-chose puisque à l'oreille des personnes non averties ne feraient même pas la différence. Mais en fait, nous voulons qu'elle soit parfaitement juste sur les cloches qui seront en place. Les anciennes cloches de Cornimont, conçues à la fonderie de Vrécourt, n'étaient pas accordées si finement que ça à l'époque. Mais ce qui nous a fait déterminer cette note bien particulière à lui donner, c'est que une des cloches de Cornimont avait déjà été remplacée après la dernière guerre mondiale par une cloche neuve qui, elle, a été faite à une époque où on accordait les cloches de façon très exacte. C'est pour cela que ces deux nouvelles cloches seront accordées exactement sur les anciennes pour donner un ensemble particulièrement harmonieux et une sonnerie digne d'une petite cathédrale. Parce que beaucoup d'églises, et même certaines cathédrales en France, ne disposent pas d'une sonnerie si conséquente que la sonnerie qu'on peut trouver à Cornimont.